le centre de recherche, puis précisément l'axe contexte, territoire et besoins des communautés. Donc, c'est une première activité, puis peut-être pour mettre la table un peu, un club de lecture. Généralement, c'est vraiment pour faire une évaluation critique d'un article ou encore une occasion de discuter pour mettre la table sur des sujets d'intérêt pour la recherche. La présentation d'aujourd'hui, en fait, va être beaucoup pour mettre, c'est ça, mettre sur la table le sujet de la masculinité rurale. Donc, puis, le club de lecture, généralement, s'organise, là, je crois que c'est une trentaine de minutes de présentation de nos deux présentatrices, puis un temps de discussion. Parce que, puis d'ailleurs, si vous me permettez, j'aimerais ça remercier Patrick Archambault, avec qui j'ai eu des échanges autour de la pertinence d'avoir ce type d'espace-là dans nos groupes de recherche. En fait, on parle beaucoup d'administration souvent dans nos groupes ou d'aspects plus opérationnels, mais de se doter vraiment des espaces d'échange autour de sujets, autour de méthodologies. On pense que c'est important, en fait, pour les chercheurs, puis pour nos étudiants gradués aussi. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Joanie Turmel, puis Camille Bisson-Cochon avec leur présentation. Merci, Lily. Premièrement, nous, on est vraiment contentes, on est vraiment choyés de pouvoir animer le premier club de lecture, en fait, du Cyrus. Fait que même suite à l'activité, si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas du tout, là, on est là pour ça. Fait que, dans le fond, nous, on vous a envoyé, on s'est basé sur un article, soit l'article Comprendre les masculinités rurales, un portrait basé sur la santé psychologique, qui a été rédigé là, par M. Philippe Roy et M. Gilles Tremblay. En 2012, en fait, on l'a remercié un petit peu tantôt, là, mais on est vraiment contente là, que M. Roy ait pu se joindre à nous. Fait que ça va nous faire plaisir d'avoir ses commentaires ou autres là, suite à tout ça. Alors, je ne sais pas si tout le monde a pris connaissance de l'article, peut-être pas. De toute façon, nous, dans le fond, dans le cadre de notre présentation, on va vraiment faire un retour sur les principaux aspects qu'on trouvait qui étaient présents dans cet article-là. On sort à quelques reprises là, au niveau de l'article pour aller chercher d'autres informations qu'on trouvait pertinentes en lien avec le sujet, en lien avec les masculinités rurales pour vraiment venir bonifier la discussion puis alimenter un petit peu tout ça. Mais on va vous avertir là, en cours de route là, quand on va le faire en tout temps, en fait. Il y a aussi le fait que moi et Camille, là, on est présentement auxiliaire de recherche pour le centre de recherche du CIS de Chaudière-Appalaches. On va se présenter un petit peu plus précisément, puis vous indiquer aussi pourquoi on en est venu qu'à aborder ce sujet-là, pourquoi pour nous c'est intéressant en fait. De mon côté, en fait, je suis bachelière en travail social. Je réalise actuellement ma maîtrise en travail social, là, mon profil au profil mémoire, en fait, à l'Université du Québec à Rimouski. En fait, qu'est-ce qui m'a amené, moi, à vraiment là, développer un intérêt particulier au niveau des masculinités rurales? Ça découle notamment d'expériences, de ma pratique clinique, en fait, d'expériences particulières. Sur le plan clinique, j'ai intervenu autant en individuel qu'en groupe, là, autant dans le réseau que dans le communautaire, en lien avec la clientèle masculine. Qu'est-ce qui a teinté vraiment l'orientation de mon projet de mémoire? C'est vraiment une expérience clinique là, en lien avec le sinistre qui est survenu, les inondations qui sont survenues en Chaudière-Appalaches en 2019, où j'étais intervenue là, autant lors de la phase d'intervention, soit pendant le sinistre que lors de la phase de rétablissement, notamment à court terme là, en lien avec la population sinistrée. Et ce que j'avais remarqué, en fait, c'est qu'il y avait peu d'hommes qui demandaient de l'aide, dans le fond, pour avoir des services, mais il y avait des membres de la population, autant des organismes que des citoyens, qui faisaient appel justement pour dire qu'il y avait des hommes dans le besoin, qu'il y avait des hommes en détresse pour que justement je me déplace et que je puisse aller les rencontrer. Fait que ça, c'est un souci, c'est une préoccupation que j'avais vraiment beaucoup. Alors, j'ai orienté vraiment mon projet qui s'intitule « Besoins psychosociaux des hommes touchés par les mesures d'atténuation du risque » déployés dans un contexte de changement climatique suite aux inondations de 2019 en Chaudière-Appalaches. Alors, en résumé, moi, je veux vraiment m'intéresser aux besoins des hommes, notamment suite aux démolitions de maisons qui ont eu, surtout dans le coin de Sainte-Marie. Fait que c'est mon intérêt de mon côté. Alors, je vais laisser Camille se présenter. Bonjour, moi c'est Camille, je suis infirmière bachelière. Je fais aussi présentement à l'UQAR ma maîtrise en sciences infirmières profil mémoire. Le sujet de mon projet de recherche, c'est l'expérience de soins des hommes venant des milieux ruraux de Chaudière-Appalaches
et ayant vécu un transfert d'urgence vers un centre hospitalier urbain dans un contexte de soins aigus. En résumé, je m'intéresse à l'expérience de cette clientèle-là durant tout leur parcours de soins, dont une partie qui va se passer en dehors de leur milieu de vie. Et pour ma part, mon intérêt pour la santé des hommes est présent depuis que j'ai fait mon projet d'intégration au baccalauréat sur les habitudes de vie des hommes en rupture amoureuse. Donc, voici le plan pour la séance. On va présenter l'article, on va parler, définir les masculinités et la ruralité, puis on va élaborer sur les hommes ruraux. Comme Joanie disait, on a rajouté des informations complémentaires en surplus et on va vous l'indiquer lorsqu'on va sortir de l'article. Et si jamais vous avez des questions ou des commentaires durant la présentation, je vous invite à les garder pour la fin, pour la section discussion qui sera un moment d'échange entre nous. Pour faire une petite mise en contexte, le but de l'article, c'était de mieux comprendre les réalités objectives et subjectives des hommes ruraux qui influencent leur santé psychologique. Joanie et moi, on a choisi cet article-là pour plusieurs raisons. Premièrement, on considère qu'il est encore pertinent en 2021, même s'il date de 2012. Il y a encore peu de données sur les réalités des hommes qui viennent des milieux ruraux, notamment au Québec. Et l'article vient rejoindre le travail social et les sciences infirmières. Il est aussi utile dans le cadre de nos projets de maîtrise, comme vous avez pu le voir. Et le sujet de l'article s'inscrit dans les objectifs d'études du CIRUS et de l'axe besoins des communautés, contexte et territoire du système apprenant en santé et services sociaux, soit le SAS. Il y a aussi d'autres éléments de pertinence, en fait, qu'on trouvait en lien avec l'article. Premièrement, sur le plan social, en fait, la santé et le bien-être des hommes constituent une préoccupation là, gouvernementale, notamment qu'on peut constater notamment par l'entremise de l'adoption du plan d'action sur la santé et le bien-être des hommes 2017-2022 par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Dans l'article aussi, ça indiquait là, en fait, que la santé psychologique des hommes ruraux, notamment, est un sujet qui est mis de côté au Québec. Au niveau de la pertinence dite plus scientifique, en fait, c'est indiqué dans l'article que ça serait pertinent de poursuivre la documentation du vécu des hommes ruraux. Il y a également la présence de réseaux de recherche portant sur la santé et le bien-être des hommes qui démontrent justement la pertinence de se pencher sur les réalités masculines, soit le pôle d'expertise et de recherche en santé et en bien-être des hommes. Il y a également au niveau de la pertinence professionnelle, en fait, que dans le cadre du plan d'action santé et bien-être des hommes, ça indiquait notamment l'importance d'orienter les pratiques d'intervention et d'adapter les services aux réalités masculines. Alors, pour ce faire, c'est important justement d'avoir une meilleure connaissance de ces réalités-là. Également, en travail social, là, il y a certaines formations qui existent en lien avec l'intervention masculine qui démontrent justement l'importance d'avoir une pratique qui est adaptée en fonction de ces réalités-là. Puisqu'on va parler des hommes et des masculinités, même si c'est en dehors de l'article, on trouvait pertinent de montrer la différence entre le sexe et le genre. Le sexe, en fait, c'est tout ce qui est biologique et hormonal. Le fait d'être de sexe masculin ou féminin, selon les statistiques et les études, ça va amener des facteurs de risque différents pour certaines maladies ou troubles de la santé. Par exemple, il est connu selon les recherches que les hormones masculines ont un effet sur le développement pulmonaire du fœtus et pour cette raison-là, les nouveau-nés de sexe masculin qui vont être prématurés vont avoir plus tendance à avoir une détresse respiratoire. Pour ce qui est du genre, complètement à droite, c'est vraiment une construction sociale. Non seulement elle va varier d'une personne à l'autre, mais elle va aussi évoluer dans le temps et changer selon la société ou la culture. Bref, c'est vraiment de l'acquis. Le fait qu'un homme va attendre plus longtemps avant d'aller consulter parce qu'il pense que son problème de santé va partir tout seul ou parce qu'il ne veut pas aller chercher de l'aide, c'est en lien avec la construction du genre de notre société, en lien avec la masculinité dite plus traditionnelle, qu'un homme c'est fort et que ça ne demande pas d'aide. Et finalement, il y a aussi la zone un petit peu plus grise qui peut inclure les deux. Parfois, il n'y a pas assez de recherche pour pouvoir bien définir la cause exacte et d'autres fois, c'est vraiment une influence des deux effets, autant biologique que du genre. Comme on dit que les hommes ont plus de comportements à risque que les femmes, il y a une composante biologique en lien avec la testostérone qui est une hormone, mais il y a aussi une partie de ça qui vient de nos normes sociales à nous, qu'un homme c'est téméraire et que c'est courageux. Si on y va avec une définition de la masculinité, en fait, ça indique que c'est socialement constitué d'une combinaison de facteurs biologiques, un peu comme Camille vient de dire. Sur le plan vraiment biologique, il y a des différences entre les hommes et les femmes, de variables psychologiques et d'expériences sociales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est en fonction des expériences qu'un homme peut vivre, en fonction aussi de dans quel milieu il se trouve. Sa perception du modèle masculin peut vraiment varier d'un individu à un autre. Et c'est pour ça qu'on parle plutôt des masculinités plutôt que de la masculinité, parce qu'il y a plusieurs modèles qui peuvent être préconisés là, auprès des hommes.
Dans le fond, dans l'article, ça abordait 3 types de paradigmes qu'on peut utiliser en fait pour parler des masculinités. Le premier, c'était le paradigme dit hégémonique, qui met notamment l'accent sur les relations de pouvoir, l'oppression structurelle qui peut être présente, autant entre les hommes et les femmes, mais autant entre les hommes eux-mêmes, en fait. Ça vise, dans le fond, c'est vraiment de préconiser plus au niveau de la compétition, l'agressivité, l'antiféminité, l'hétérosexualité. Le fait d'être stoïque, le fait devant les difficultés, fait que de vraiment toujours continuer, même si c'est difficile, de jamais s'arrêter. Ça, c'est même au niveau du travail. Fait que même si les conditions de travail sont difficiles, il faut vraiment continuer pendant longtemps. Ça, c'est vraiment un des paradigmes, en fait, qui est grandement utilisé pour aborder les masculinités rurales. Il y a également le paradigme normatif qui était présenté, qui aborde plus au niveau des concepts sociaux du rôle masculin. Alors, tout ce qui est les rôles sociaux que ces hommes-là peuvent qui doivent, je vais dire ça en parenthèse, selon la culture, devraient adopter pour justement être un vrai homme, si je peux dire ça comme ça. Alors, tout ce qui est les comportements, les compétences, les attitudes, vraiment pour les standards culturels, en fait. Fait que ça peut changer vraiment d'un endroit à un autre, en fonction d'un pays à un autre, d'un milieu rural vers le milieu urbain. Ça dépend vraiment. Dans le fond, au niveau de l'article aussi, ça l'abordait vraiment les conflits de rôle de genre. La façon que je l'ai compris, c'est vraiment la façon qu'un homme va percevoir, par exemple, la masculinité, c'est quoi être un homme et qu'est-ce qu'il doit faire, par exemple, pour atteindre ça, et ce qu'il est, comment il se perçoit en tant qu'homme. Fait que c'est vraiment la distance entre les deux qui peut vraiment occasionner là, de la détresse, de la dépression, un sentiment de honte, de pas être capable, de pas être capable justement d'atteindre cet idéal-là, si on peut dire ça comme ça. Ça peut occasionner une image plus négative de soi-même. C'est également utilisé pour aborder là, les masculinités rurales. Il y a une limite qui a été rapportée dans l'article, c'est vraiment le fait que ce paradigme-là va plus négliger les comportements positifs des hommes. Ça va vraiment miser plus sur les déficits ou les lacunes ou qu'est-ce qui peut leur engendrer de la détresse. Chose que le paradigme dit salutogène permet, en fait, d'une certaine façon, parce que ce paradigme-là, oui, aborde qu'est-ce qui est plus difficile, c'est quoi les limites, mais aborde d'une certaine façon également tout ce qui est les capacités, les forces au niveau des hommes, et ça mise vraiment là-dessus pour atteindre la santé et le bien-être. Alors, c'est comme un peu à l'inverse de l'approche dite pathologique. C'est vraiment une approche qui va vraiment préconiser la santé. Alors, ça élargit un peu la vision de la problématique. Puis ça favorise vraiment l'indépendance envers les stéréotypes que j'ai parlé dans les autres paradigmes précédemment. Fait que c'est vraiment de se considérer, de miser sur ses propres forces plutôt que de vouloir atteindre un idéal qui est préconisé, par exemple, au sein des cultures. Fait que ça rejoint un peu la psychologie positive, l'approche centrée sur les forces, qui sont notamment des approches là, qui sont préconisées au niveau du travail social. On a sorti un petit peu de l'article pour vraiment, parce que ça nous a vraiment permis de comprendre au niveau plus du paradigme du normatif en lien avec les rôles sociaux. Ça, c'est la carte de la santé des déterminants qui a été, dans le fond, déployée par le ministère de la Santé et des Services sociaux en 2012. En fait, de notre façon, c'est vraiment que l'ensemble de ces systèmes-là peuvent venir influencer la capacité, les opportunités des hommes vraiment à accomplir leurs rôles sociaux. Je ne sais pas si vous voyez bien le schéma. Je vais vous donner quand même un petit exemple là, de notre façon vraiment de le conceptualiser. En fait, c'est, par exemple, dans la section des systèmes, il y a le concept aménagement du territoire qui peut notamment prendre en compte le fait qu'il y ait un service de transport ou pas dans un milieu. Par exemple, le fait de ne pas avoir de service de transport dans un milieu peut limiter la capacité, les possibilités d'un homme, par exemple, d'occuper un emploi qui pourrait être situé un petit peu plus loin de chez eux. Par exemple, s'il n'y a pas de voiture. Mais le fait de ne pas avoir de voiture peut aussi être en lien avec des contraintes dites financières qui font plutôt partie des caractéristiques socio-économiques. Alors, on voit que l'ensemble de ces caractéristiques-là peuvent influencer la possibilité d'un homme d'occuper un emploi qui est un des rôles, soit le rôle de travailleur. Mais si cet homme-là, par exemple, entretient la vision que qu'il doit être le pourvoyeur de sa famille, par exemple, s'il y a des enfants, ça engendre aussi le fait qu'il y a une difficulté à remplir ce rôle-là de pourvoyeur. Alors, ces difficultés-là peuvent justement avoir un impact sur son identité masculine ou sur sa propre perception de lui-même.
Alors, en bref, ce qu'on comprenait, dans le fond, ce qui a été ressorti aussi dans l'article, c'est pas nécessairement dans l'application des normes masculines, c'est vraiment plus dans la façon de se conformer vraiment rigidement à ces normes-là qui peut occasionner vraiment une détresse chez la population masculine. Je vais parler de la ruralité, les points importants de l'article. Au niveau de la ruralité, l'identité régionale est une partie importante. Les valeurs qui ressortent sont l'autonomie, l'autosuffisance et l'importance des liens familiaux. Il y a aussi une certaine méfiance qui peut être présente envers les inconnus puisque ce sont des milieux qui sont tissés serrés et où tout le monde se connaît, mais ça va aussi amener l'effet de l'intimité restreinte. Quelqu'un, par exemple, pourrait pas avoir envie d'aller consulter parce qu'il sait qu'il y a des chances de croiser, par exemple, son beau-frère dans la salle d'attente de la clinique ou du CLSC. Il va aussi avoir un mode de vie relié aux ressources naturelles selon les endroits, par exemple dans le cas des agriculteurs. Il existe aussi de multiples définitions de la ruralité. En fait, c'est important de savoir qu'il n'y a pas de consensus. Et la représentation sociale de la ruralité est quand même importante parce que souvent, on va voir ça comme étant quelque chose qui se définit par des régions administratives ou territoriales, mais il faut aller voir comment les personnes qui vivent dans ces régions se définissent. Est-ce qu'eux-mêmes se définissent comme des personnes étant des personnes rurales? Je vais parler des caractéristiques générales de la ruralité. L'expérience et les différents besoins sont peu connus, autant en ce qui concerne l'intervention sociale que celle en santé. C'est la même chose pour les milieux de recherche où ces réalités sont moins connues. Il y a une défavorisation en matière d'accès aux soins de santé et de services sociaux à cause de la centralisation des services. Ça devient compliqué pour les régions et difficile d'adapter les soins et les interventions pour les hommes sur le territoire parce que le pouvoir décisionnel, il n'est plus local. Il est rendu plus haut, il est ailleurs et il n'est pas exposé à la réalité du terrain. Adapter, ça prend donc plus de temps. On a moins de latitude pour adapter des services rapidement qui normalement seraient simples à faire. Les services et les infrastructures sont aussi moins développés, autant au niveau des transports que des logements. Les opportunités et champs d'emploi sont plus limités. Ça va amener l'exode des jeunes qui vont aller ailleurs pour avoir accès à plus d'options, même si, petite parenthèse en dehors de l'article, depuis quelques années, il y a une revitalisation des grands centres ruraux qui se fait, mais ça touche seulement les grands centres ruraux. Aussi encore avec la ruralité, la pauvreté est plus fréquente. Les coûts sont plus élevés pour ce qui est des services qu'en milieu urbain. Il y a une statistique présente dans l'article qui est intéressante selon nous, puis on voulait revenir dessus. C'est qu'au Québec, 20 de la population, soit une personne sur 5, vit en milieu rural. Et parmi cette population-là, les agriculteurs représentent un peu moins de 6 Puis on trouvait ça intéressant parce que ça montre l'importance de s'intéresser en fait à toute la population rurale en général. Il y a aussi le fait, en fait, que l'article abordait d'une certaine façon grandement les agriculteurs, oui, mais on voulait quand même montrer la répartition de la population agricole comparativement à la population rurale en général. L'article rapportait également qu'il y a plusieurs études qui sont faites en lien avec les agriculteurs et peu en lien avec les hommes ruraux en général. Fait que je trouve que ça démontrait aussi la pertinence de se pencher sur l'ensemble de la population des hommes ruraux. Si on y va un petit peu plus au niveau de la perception des hommes ruraux, il y aurait présence de stigmatisation, notamment en lien avec la ruralité, soit le fait que les populations qui vivent en milieu rural seraient sous-éduquées, seraient plus pauvres, auraient un déficit culturel, fait que d'être moins à jour au niveau des connaissances, fait que ça ressemble un petit peu à ça. Au niveau de la marginalisation des préoccupations sociales, Camille a rapporté le fait que la population rurale représente 20 de la population totale. Alors, le fait que si dans ces milieux-là, il y a des préoccupations qui sont particulières, qui sont comme sous-représentées comparativement à la population générale, alors ces préoccupations-là peuvent être moins prises en compte. Au niveau de la dévalorisation de l'agriculture, en fait, ce qui a été rapporté, c'est que les agriculteurs peuvent être vus notamment comme étant des pollueurs, effectuant de la cruauté animale et des quémandeurs d'argent. Pourquoi quémandeurs d'argent? En fait, c'est parce qu'il y a des programmes qui ont été adoptés notamment pour venir en aide aux agriculteurs, par exemple, pour éviter les maladies ou autres. Alors, il y a eu des subventions qui ont été octroyées. Alors, certains voient un peu des agriculteurs comme étant sous les bras, en fait, de l'État. En fait, aussi, au niveau de la pratique de l'agriculture, ça occasionne des fois des tensions avec les autres résidents ruraux, notamment en lien avec tous les désagréments que ça peut occasionner, comme quand on parle de l'odeur, des bruits, tout ce qui est circulation de machines qui peuvent être là au niveau dans le chemin, en fait. Puis le fait aussi que ça soit 7 jours sur 7, fait que ces désagréments-là peuvent être vécus à
en fait, toute la semaine. Je vais aborder les problèmes physiques qui sont surreprésentés en région chez les hommes, tels que vu dans l'article. Donc, en fait, en général, les hommes des milieux ruraux vont avoir des moins bonnes habitudes de vie. Ils vont être surreprésentés à niveau du tabagisme, de l'embonpoint et ils vont être plus sédentaires. Ils vont aussi avoir plus de chances d'avoir une alimentation qui est malsaine. Si on y va au niveau plus de la santé psychologique, ce qui était rapporté, c'est une plus grande réticence au niveau de la demande d'aide chez les hommes. Je vais l'aborder un petit peu plus en précision là, dans les prochaines diapositives. Mais cette réticence-là serait notamment présente, oui, chez les hommes, encore davantage en milieu rural et encore davantage chez les hommes plus âgés. En fait, aussi, les hommes auraient un soutien social qui serait plus limité que les femmes. Il y aurait aussi une tendance à minimiser davantage les risques qui sont plus importants. Il y aurait aussi, comme Camille le notait tantôt, dans le fond, des comportements à risque plus élevés de blessures ou pouvant causer la mort qui seraient adoptés chez les hommes. Pour exemple, la conduite automobile dangereuse. Pour faire un petit ajout, en fait, dans le cadre du plan d'action santé-bien-être des hommes, il rapportait certaines problématiques sociales qui étaient prédominantes, en fait, au niveau de la population masculine québécoise, pas nécessairement en ruralité, mais je trouvais ça quand même intéressant de l'apporter. Parmi celles-ci, il y a notamment tout ce qui est au niveau de la sous-scolarisation, les difficultés d'accès à l'hébergement, les dépendances. Il y aurait aussi le suicide. Pour parler du suicide, en fait, l'article rapportait un taux de 3 à 5 fois plus élevé chez les hommes ruraux que les taux nationaux. Je trouvais ça intéressant de le contextualiser en Chaudière-Appalaches, étant donné que c'est la région dans laquelle on se trouve présentement. En fait, Chaudière-Appalaches aurait le deuxième taux de suicide le plus élevé au Québec, hommes et femmes combinés. Au niveau des hommes, en fait, en Chaudière-Appalaches, ça serait un des taux les plus élevés également, soit environ le troisième, qui serait de 27 hommes par 100 000 habitants comparativement à un taux de 20,9 pour la province de Québec. Ça, c'est des données là, de l'Institut national de santé publique qui ont été, dans le fond, déployées en 2019. L'article parlait également des agriculteurs et de la santé psychologique. Alors, on a fait un petit tableau là, vraiment pour représenter les données. Au niveau de la détresse psychologique, le niveau de détresse élevé chez la population générale serait de 20 au niveau des agriculteurs, on a comparé aussi les hommes et les femmes. En fait, les femmes auraient un niveau de détresse élevé de 59 Chez les hommes, ça serait 49 et ça rapportait que chez les producteurs de porc, le niveau de détresse élevé serait de 66 il n'y avait pas beaucoup de données, par exemple, qui expliquaient pourquoi cette population-là vivait plus de détresse. Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question-là ou si vous avez peut-être des pistes de réflexion par rapport à tout ça. Ça pourrait être intéressant d'en parler là, un petit peu plus tard pendant la discussion. Sinon, au niveau des idéations suicidaires, la population générale, là, hommes et femmes ensemble combinés, il y aurait 3,9 qui en entretiendraient. Au niveau des agriculteurs, ce taux-là serait pratiquement le double, soit de 6,6 encore une fois, hommes et femmes combinés. Au niveau du soutien social, qu'on réfère un petit peu plus, qu'on compare plus au niveau du soutien plus informel, qu'on peut appeler ça comme ça, avec des amis, l'entourage. Comme on a dit, comme j'ai rapporté précédemment, en fait, c'est plus faible chez les femmes, chez les hommes que chez les femmes. Malgré tout, le soutien social, ça serait une des principales stratégies d'adaptation pour les communautés rurales en général, mais également pour les hommes. Ce concept-là a surtout été exploré là, chez les agriculteurs. D'après l'article, en fait, 60 des agriculteurs de moins de 35 ans seraient à risque d'isolement, ce qui est quand même plus de la moitié des agriculteurs de 35 ans, ce qui est quand même une proportion là, assez élevée. Aussi, le fait d'avoir un faible soutien social, ça serait quand même un risque important au niveau de la santé mentale, mais également au niveau du suicide. L'article, il y a une donnée qui était vraiment intéressante, c'était le fait que 95 des agriculteurs célibataires considéraient que leur métier, soit l'agriculture, était un obstacle au niveau des rencontres amoureuses. Fait que c'est quand même là, pratiquement la totalité de cette population-là qui avait cette considération-là. Sinon, si on y va plus au niveau des hommes ruraux et la demande d'aide dite plus formelle, en fait, c'est vu comme allant à l'encontre des stéréotypes traditionnels masculins qu'on a abordé un petit peu plus précédemment.
Oui, au niveau masculin, mais aussi au niveau de la ruralité. Quand on parle de l'importance, autant au niveau rural que chez les hommes, d'être autonome, l'autosuffisance, la force, la débrouillardise, c'est des valeurs qui sont préconisées. Il y a également des barrières là, quant à la demande d'aide, autant au niveau des valeurs, des attitudes, des conceptions. Par exemple, la présence de stigmatisation en lien avec les problèmes de santé psychologique. Il y a également une crainte qui peut être présente du fait d'être jugé, d'être stigmatisé du fait d'utiliser ce type de service-là. La valorisation de l'autonomie, comme j'ai rapporté plus tôt, et le stoïcisme, là, comme j'ai parlé un petit peu précédemment, fait que le fait de jamais baisser les bras devant une difficulté, de toujours rester fort et tout qui est mis de l'avant, qui peut justement être un obstacle quant à la demande d'aide. À partir de maintenant, je vais sortir un petit peu plus de l'article pour parler en fait des hommes ruraux et des services. La première chose qui est importante à savoir, c'est que les hommes vont consulter moins souvent et plus tard que les femmes, autant au niveau physique que psychologique. Selon les données disponibles, lorsqu'on questionne les hommes sur leur santé, ils vont souvent se considérer en meilleure santé que les femmes. Ce qui est intéressant en réalité, c'est que c'est l'inverse. Les hommes sont souvent en moins bonne santé que les femmes parce qu'ils n'ont pas la même relation avec leur corps. Leur définition aussi de la santé est souvent reliée à leurs rôles sociaux. Par exemple, le fait d'être pourvoyeur, travailleur ou un père de famille. Donc, ne plus pouvoir travailler, ça va devenir la définition pour certains de ne plus être en santé et c'est à ce moment-là qu'ils vont les consulter. Avant, bien sûr, les hommes ils vont essayer de régler leurs problèmes par eux-mêmes et quand ils consultent, ils vont avoir tout essayé et la problématique va déjà être avancée. Je vais parler des hommes ruraux et de l'accès aux services, autant ce qui touche le travail social que les sciences infirmières. Donc, il y a du roulement de personnel un peu partout, surtout en région. Il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre. Donc, un homme qui va aller consulter va probablement avoir différents professionnels et n'aura pas nécessairement le même intervenant à chaque fois, ce qui va rendre difficile le lien d'une création de confiance. Difficile, la création d'un lien de confiance. Et pour revenir à l'approche salutogène dont Joanie parlait au début de la présentation, en présentant les différents paradigmes, on sait que pour mieux intervenir auprès des hommes, on doit s'attarder sur leurs forces, les impliquer, avoir des relations égalitaires entre eux. Les intervenants en santé doivent être conscients de ça. Les hommes doivent sentir qu'ils font partie de leur propre solution et qu'ils ont leur mot à dire. Et malheureusement, les professionnels en santé, parfois, ils ont comme automatiquement un pouvoir autoritaire sur les hommes, ce qui rend la création d'une confiance difficile. Donc, il faut qu'on soit au courant de tout ça parce que parfois, nos titres peuvent être intimidants. Les services sont rarement adaptés aussi pour les hommes. Il n'y a pas toujours des heures d'ouverture tard le soir en semaine. Et comme on disait tantôt, lorsqu'ils consultent, leur problématique est avancée. Donc, c'est important d'éviter les listes d'attente et de leur offrir des services idéalement dans l'immédiat ou sinon le plus rapidement possible. Les services en région rurale versus ceux des villes sont pas égaux et des enjeux reliés aux égalités d'accès et les délais d'attente sont plus longs pour recevoir des services, ce qui peut influencer aussi le niveau de détresse. Je me suis permis, dans le fond, de parler un petit peu plus de mes perceptions en lien avec les sciences infirmières, vu que l'article traitait du travail social. Et je vois, dans le fond, les sciences infirmières comme étant complémentaires au travail social sur le sujet des hommes en ruralité. Selon les études, les hommes aussi obtiennent des soins de santé qui mettent rarement l'attention sur le concept de masculinité. C'est-à-dire que les personnels soignants ne considèrent pas que la masculinité d'une personne peut venir influencer ses perspectives, ses comportements, ses buts, ses intérêts ou ses besoins. Ce qui m'amène dans le fond à me questionner, est-ce que les soins que ces hommes reçoivent sont adaptés toujours à leur réalité ou à leurs besoins? Les enjeux aussi sont plus grands dans un contexte de ruralité, là où la masculinité est dite plus traditionnelle ou hégémonique. Il y a peu d'études en sciences infirmières qui s'intéressent spécifiquement aux hommes des milieux ruraux. Et l'article d'aujourd'hui, selon moi, je trouve très pertinent pour les sciences infirmières, même s'il vient du travail social, mais ça reste un fait que les sciences infirmières auraient à gagner de s'intéresser davantage à cette clientèle. Et pour terminer avec les soins infirmiers, je voulais parler un petit peu plus de ma perception. 89 des membres de l'Ordre des infirmières du Québec sont des femmes et c'est environ la même chose pour les membres de l'Ordre des infirmières auxiliaires. Ça signifie que pour 10 infirmières, il y a un seul qui va être un homme. On peut dire que c'est un milieu de femmes, puis en plus, il y a certains stéréotypes qui sont associés envers les hommes dans la profession. Puisqu'on a un milieu de femmes depuis toujours, en passant des bonnes sœurs jusqu'aux gardes malades, je pense que c'est important de se questionner, est-ce que notre formation, notre approche est aussi adéquate pour les hommes? J'ai jamais eu aucune formation sur l'approche de genre, autant à la technique qu'au bac. On focalise beaucoup plus sur les différences biologiques, ce qui est dommage sur moi parce que notre formation sur la relation d'aide est très ciblée sur les sentiments, avec des questions comment est-ce que vous vous sentez en lien avec ça. Et selon la littérature, on sait que les hommes sont beaucoup plus dans l'action, donc c'est pas le genre de questions qui sont adaptées pour eux.
Dans le fond, vu qu'on est un monde de femmes, je me demande aussi si on n'a pas des perceptions genrées du soignant, dans le sens, est-ce qu'on a assez de connaissances sur les différences, sur les expressions des sentiments chez les hommes, comme par exemple la tolérance de la colère versus de la violence. Un homme qui est en colère, il va parler fort, il va peut-être être agressif verbalement, mais si cette agressivité-là est dirigée contre personne, est-ce que c'est un problème? Moi, personnellement, je pense que non, mais dans ma pratique, j'ai vu que ça dérangeait certaines infirmières qui interprétaient cette agressivité-là comme étant de la violence envers elles, ce qui n'était pas le cas. Donc ça, je trouve que c'est très dommageable pour les relations qui ne se créent pas et c'est ni agréable pour les infirmières ni pour les hommes. Donc, moi, personnellement, je pense que l'approche de genre dans le domaine infirmier serait bénéfique. Et aussi, selon moi, avoir plus d'hommes dans le domaine serait aussi gagnant pour tout le monde. Bon, on a parlé beaucoup là, de qu'est-ce qui faisait problème, qu'est-ce qui était difficile, mais je pense qu'avec même l'approche salutogène qu'on a parlé, c'est le positif dans tout ça, c'est important de le souligner, puis faut le mettre plus de l'avant également. Chose qui a été rapportée dans le texte notamment. En général, faut rapporter de façon plus importante la solidarité qui peut déjà être présente entre les hommes qui s'expriment parce que ça serait favorable. Par exemple, les hommes, tu sais, les exemples qui étaient donnés, c'est les hommes qui s'impliquent au niveau du syndicalisme agricole, dans le milieu communautaire. Fait que ça, il faut vraiment le mettre de l'avant. Au niveau des agriculteurs, tu sais, oui, on a vu qu'il y avait certaines difficultés, mais il faut voir que malgré tout, ces hommes-là sont vus notamment comme étant courageux, vaillants, débrouillards. Ils vont trouver des solutions à leurs problèmes, par exemple, s'ils ne sont pas en mesure d'avoir des services ou autre chose. Fait qu'ils vont vraiment là, avoir ces forces-là qu'on devrait justement utiliser et mettre de l'avant. Ce que ça rapportait également, c'est que les jeunes hommes ruraux auraient une identité masculine qui serait dite plus souple, peut-être une moins grande importance accordée au travail. Et il y aurait également une plus grande ouverture, notamment aux certaines caractéristiques qui peuvent être associées plus à la féminité, comme le fait, par exemple, d'avoir une profession dite plus féminine, comme le fait d'être soit enseignant ou infirmier. Même si, comme Camille le notait, je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire de ce côté-là, mais c'est quand même une amélioration qui a été notée. Un extrait qui était rapporté là, dans l'article qui m'a vraiment interpellée, en fait, c'est « Il faudrait mieux connaître leurs forces et leurs capacités en tant que facteur de protection potentiel. » Ça, c'est une phrase qui est vraiment orientée également, là, je vais faire un petit parallèle avec mon propre projet de maîtrise, parce que dans le cadre de mon projet, moi, je veux vraiment y aller avec c'est quoi les stratégies, c'est quoi les moyens, c'est quoi les forces que les hommes ont utilisées pour s'adapter face, par exemple, à cette démolition de maison-là, face à ces changements-là, pour justement en venir qu'à pouvoir orienter les pratiques, venir qu'à orienter les interventions en fonction de cette culture-là, de ces forces-là. Fait que je pense que c'est vraiment là une orientation qu'il faut miser par rapport à tout ça. Sinon, pour votre intérêt, on est tombé là-dessus, moi et Camille, cette semaine. C'est une entrevue radio qui a eu lieu de la part de Gilles Tremblay, portant notamment sur la demande d'aide chez les hommes, qui a été diffusée par Radio-Canada. On trouvait que c'était vraiment thématique, puis que si vous voulez aller l'écouter, tu sais, par exemple, tantôt Camille notait justement que les formations sont axées sur le fait d'explorer les sentiments, mais justement, dans cette entrevue-là, le professeur Tremblay, en fait, il rapporte que c'est pas nécessairement la meilleure façon d'y aller, c'est vraiment plus d'y aller sur qu'est-ce qui se passe, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'en tout cas, je trouvais que c'est un petit... ça serait à écouter, là, c'est à peu près une dizaine de minutes, puis ça vaut quand même la peine, c'est super intéressant. Fait que ça fait un petit peu le tour de ce qu'on a ressorti au niveau de l'article. Premièrement, on voulait voir, nous, on a déjà planifié là, des questions, si jamais ça suscite, si on a besoin, mais on voulait partir avec vous. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions, des réflexions? On est vraiment là pour échanger ensemble et discuter. Là, je sais que Lily lève la main. Elle avait probablement quelque chose à dire. Tu peux y aller, Lily. Bien, en fait, c'est pas une question. Je veux vous féliciter, les filles. C'est vraiment bon travail. Puis un bel exemple d'interdisciplinarité qu'on veut mettre de l'avant, Marie-Hélène et moi, dans la chaire interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales. Donc, bravo. Je vous suggère, je sais que vous avez une liste de questions, mais est-ce que vous pourriez peut-être cesser le PowerPoint puis on préfère allumer les caméras de tout le monde parce qu'on veut vraiment créer un espace de discussion. Donc, puis si vous avez les questions que vous avez déjà préparées, gênez-vous pas pour nous les poser. Donc, si les participants, puis j'ai remarqué les participants, en fait, on est beaucoup les gens de la chaire qui sont là avec quelques invités, donc ça va être
on va se retrouver là, avec quelques visages connus, puis quelques invités de marque également. Donc, ça va être intéressant. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Fait que pour commencer, est-ce que vous aviez commentaires, questions, réflexions suite à tout ça? On avait une dans le chat. Ah, j'ai pas remarqué, je vais aller voir. Est-ce que tu veux la lire, Camille? En fait, c'était Philippe Croix qui demandait qu'est-ce qui définit un grand centre rural. Moi, je peux répondre que c'est les milieux ruraux situés près des grands centres urbains, mais je ne peux pas définir plus. Je sais qu'il y a les zones aussi au niveau métropolitain qui sont considérées des fois au niveau de la définition de la ruralité. Mais comme on disait, il y a plusieurs définitions au niveau de la ruralité qui peuvent être considérées. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient d'autres définitions là, qui avaient en tête, qui pourraient être partagées ou autres au niveau de la ruralité?